Ouh là 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 là, c'est l'heure du Sofrocourt podcast. Vite, dépêche-toi, tu vas tout rater. Allez, 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 allez. C'est un monde étrange qui raconte sa story dans nos téléphones. C'est un monde d'influence qui se filme face à la lumière de notre curiosité fugace. C'est un monde qui ne conçoit pas ses journées les plus intimes sans les partager à sa communauté. Un monde qui se répand, qui raconte parfois ses traumatismes supposés à des dizaines, des centaines, des milliers d'inconnus qui n'auront pas l'attention et l'écoute bienveillante d'un thérapeute, mais le voyeurisme d'un automobiliste à proximité d'un accident de la route. C'est un monde pressé qui swipe ses hashtags et like ses réels. Un monde qui a remplacé la ménagère de plus de 50 balais par des poussières de followers éternellement trentenaires. Si tu t'abonnes, je te promets d'être le créateur de contenu de tes rêves les plus instagrammables. Si tu me suis, je deviendrai TikTok de toi, tu deviendras mon OnlyFans et accéderas contre quelques euros mensuels aux parties de ma peau que tu désespères de découvrir. Une vie parallèle et bien réelle s'orchestre et s'organise dans cette petite lucarne que certaines pommes produisent aujourd'hui en titane. Une question, un doute, et Google t'offre ces milliers de réponses classées par la pertinence inégalée de ces algorithmes qui ont rendu obsolètes nos bibliothécaires préférés. C'est un monde qui me permet, et j'en suis bien conscient, de vous parler aujourd'hui. Internet a révolutionné notre vie, notre façon de consommer, nos rapports amicaux et privés et notre rapport à l'autre, à celui que l'on ne connaît pas et qui est devenu la cible de nos attentions particulières. Si Instagram considère cet autre comme un follower, LinkedIn, TikTok et l'ancien tweet qui se classe X désormais lui accorde l'importance d'un abonné. Seul Facebook le promeut toujours au rang pourtant si précieux d'ami. Je te follow si tu me follow, mais je t'unfollowerai quand tu m'unfolloweras. Quel que soit son nom, il porte l'arme du pouce levé vers le haut, le graal de la standing ovation, le like. Le like est un aboutissement, l'applaudissement silencieux d'une foule que l'on souhaite dense, amicale et entièrement vouée à notre vitrine Internet. Internet est plus vieux qu'on ne le croit, puisque théorisé et imaginé dans les années 60. Je vous passe les 30 glorieuses technologiques nécessaires pour en arriver à la création de la toile d'araignée, le World Wide Web, en 1989 par le chercheur britannique Tim Berners-Lee, qui travaillait alors pour le Conseil européen pour la recherche nucléaire, le CERN. En travaillant sur cet épisode, je suis tombé, sans me faire mal s'il vous plaît, sur le premier site web qui était hébergé sur l'ordinateur Next de Tim Berners-Lee. Petite info assez intéressante pour les geeks et les curieux, je vous invite à aller sur ce site, je vous le mettrai en lien. Il a été remis en service par le CERN en 2013 dans sa conception et son interface originelle qui plus est. C'est le tout premier navigateur qui permettait d'entrer dans ce monde étonnant du www. C'est vintage à souhait et technologiquement fabuleux pour l'époque. Le 30 avril 1993, il est tout d'un coup possible d'aller visiter un monde virtuel depuis son ordinateur, si on en possède un. C'est un monde restreint, il n'y a que 130 sites web consultables avant l'été 93. Ils seront plus de 600 en décembre de la même année. 20 ans plus tard, on en supposait plus d'1 milliard. C'est une croissance exponentielle et qu'il soit éclairé ou dark, le web est aujourd'hui un univers presque aussi infini que les étoiles au-dessus de nos têtes. Si le web est un univers de possibles, nos téléphones et nos ordinateurs en sont les vaisseaux spéciaux et spatiaux qui nous permettent d'y naviguer. Nous, internautes, en sommes les explorateurs et portons la responsabilité de notre usage et de nos destinations. Ce ne sont pas les voitures qui sont responsables des accidents de la route, mais les pilotes imprudents qui excèdent les vitesses et les règles nécessairement imposées. 31 ans après l'accès au premier site, comment vivons-nous notre expérience Internet aujourd'hui? Quelles sont les conséquences sur nos vies et notre mental? Quel est l'impact de nos interactions virtuelles sur nos communications réelles?
Dès 1995, 2 ans seulement après que les portes publiques d'Internet aient été ouvertes, Kimberly Soo-Young O'Mara, psychologue et experte en troubles de la dépendance, fonda The Center for Internet Addiction. Avec l'accent, s'il vous plaît. Elle s'est intéressée très tôt à l'addiction d'Internet après avoir constaté que le mari d'une de ses amies présentait les symptômes distinctifs d'une dépendance psychologique puissante à ses séjours de plus en plus nombreux sur les salons de discussion alors payants d'AOL. Irascibilité, propension au conflit, angoisse, troubles relationnels et affectifs, dépenses irrationnelles et régulières, tels étaient les signes alarmants constatés, très proches de la dépendance à la drogue et à l'alcool. Dans le milieu des années 90, l'expression cybertoxicomane désignait déjà les accros à Internet. Selon Yang, l'erreur serait de qualifier la dépendance à Internet selon le temps passé sur le web. Il faut plutôt considérer l'ampleur de la désorganisation qu'elle engendre sur la vie réelle. Par exemple, selon votre contexte, votre vie sociale, familiale et professionnelle, 2 heures hebdomadaires sur Internet n'auront pas le même impact sur votre quotidien. 2 heures par jour sur Internet n'auront aucune conséquence addictive sur votre vie réelle si votre contexte vous équilibre. Un travail et des interactions professionnelles satisfaisantes, un cercle familial et intime épanouissant. Par contre, 2 heures par jour de surf sur la toile peuvent désorganiser totalement les 22 heures restantes si votre contexte est perturbant. Un travail qui ne vous satisfait pas et qui causerait des épisodes d'anxiété chronique, d'éventuels problèmes familiaux, etc. Ainsi, ces 2 heures vont servir de palliatif aux 22 que vous considérez déjà comme pénibles. Je resitue la période pendant laquelle Yang va développer ses recherches et établir ses premières constatations. Nous sommes en 1995-1996 et les réseaux sociaux n'existent pas encore. Les réseaux sociaux, c'est la possibilité donnée à l'internaute aventureux d'aménager une vitrine éclairée, ouverte 24 heures sur 24 sur sa vie privée et professionnelle. J'utilise le mot vitrine à dessein. Il ne s'agit pas de confier un double de nos clés et d'inviter l'inconnu à pénétrer l'intégralité de notre boutique personnelle, mais de lui proposer un accès à des extraits choisis. Un trouble est né de cette porte vers l'intime, celui de voir le chaland passer à la vitrine suivante, et ça, ce n'est pas concevable. Pour l'attirer plus longuement et pérenniser ainsi son intérêt, il faut alors lui offrir une supervision de ce que l'on est, de notre intimité, quitte à lui offrir un regard sur l'arrière-boutique. Pour fidéliser un auditoire volage, il faut créer une communauté et lui offrir la perspective d'une récompense aléatoire. La récompense aléatoire est née dans l'univers du jeu. Les machines à sous des casinos doivent récompenser aléatoirement les joueurs qui, certains d'obtenir un gain, ne cesseront plus de jouer jusqu'à l'obtenir. Les casinos ont rendu leurs joueurs accros, nos vitrines Internet vont rendre nos promeneurs abonnés addicts à la promesse de l'intime et au contact privilégié. Tôt ou tard, ils savent qu'ils seront récompensés de leur assiduité par un commentaire en leur faveur, par une attention particulière. Le bandit manchot que nous sommes doit périodiquement récompenser le follower et il faut que ça se sache, il faut que les autres le voient pour que eux aussi soient certains qu'un jour, ils auront l'agréable surprise d'être choisis. Les jeux à récompense aléatoire font partie des attentions particulières que l'on propose à nos internautes conquis. C'est du commerce basique. Partons du principe que notre follower est un acheteur potentiel qui paye en like. Il nous faut l'appâter pour susciter son acte d'achat, c'est-à-dire qu'il appose son like sur notre publication. Maintenant, et pour toutes les autres à suivre, c'est pour cela qu'il faut le fidéliser. Le vendeur doit tout faire pour que son acheteur revienne et la prochaine transaction devra être plus attractive que la fois précédente.
On crée un lien particulier, un sentiment d'appartenance, une interdépendance aux réactions de l'autre et des autres. Ce n'est pas un, mais des acheteurs, des consommateurs de contenu qu'il nous faut séduire par un post, un selfie, une vidéo ou les trois en même temps. Un like, c'est une surprise agréable pour notre vitrine de vendeur en constant manque d'attention. Ça n'a l'air de rien, mais cela entraîne un comportement addictif, surtout que nous quittons régulièrement nos vitrines pour aller lécher celles des autres. Nous allons reproduire ailleurs le même comportement que nos followers adorés. Admirez la liaison, c'est un cercle compulsif qui se met en place. Acheteurs et vendeurs se séduisent mutuellement au-delà du rapport initial, et c'est bien là le problème. Romain Cali nous dit ceci. Sur le web, la compulsion apparaît lorsque l'internaute ne juge plus son comportement normal, mais ne peut pour autant éviter de se connecter. Si l'individu ne faisait pas cette action, son anxiété en deviendrait difficilement soutenable, voire insupportable. Nous voici presque dans la définition du trouble obsessionnel compulsif. Souvenez-vous, vous êtes couché dans votre lit, assis sur votre canapé, dans une salle d'attente, dans un transport en commun, vous scrollez sur votre téléphone, c'est-à-dire, pour les non-initiés au langage smartphonien, vous faites défiler de bas en haut avec votre doigt des images ou des vidéos courtes mais attractives, choisies par ces merveilleux algorithmes selon nos préférences qu'ils ont décryptées aussi vite qu'un dealer comprend ce que son client en manque lui réclame en tendant les mains. Vous savez qu'au bout de quelques minutes, vous trouverez la vidéo satisfaisante qui interpellera votre attention. C'est une récompense aléatoire que vous êtes certain d'obtenir. Mais une fois obtenu, il vous en faut d'autres et le scroll se poursuit. Le temps passe vite quand on ne fait rien d'autre pour nourrir son ennui. Les minutes se transforment en demi-heures que l'on sait inutiles. Vous êtes parfaitement conscient de cela, mais qu'à cela ne tienne, la chorégraphie continue tant que les images affluent. C'est exactement ce que décrit Romain Cali. Vous ne jugez plus votre comportement normal, mais vous ne pouvez pas pour autant vous déconnecter. Une femme s'est récemment arrêtée au milieu d'un passage piéton parce qu'elle n'avait plus conscience de sa réalité, trop concentrée sur son écran et par l'incessant balai qu'elle ne parvenait plus à arrêter. Sa volonté ne guidait que son doigt, surpassant sa marche automatique et la nécessité d'aller jusqu'au trottoir pour préserver son intégrité physique. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était en danger. Le comportement sur Internet crée la dépendance et ses conséquences. On intensifie nos actions compulsives pour soulager l'ennui ou l'angoisse jusqu'à ce qu'il ou elle disparaisse. Ikikomori est un mot japonais qui désigne un trouble du comportement. Les personnes qui en sont atteintes ne supportent plus de vivre en société, de sortir de chez eux, d'aller à l'école ou à leur travail. Les causes sont diverses. Un hikikomori peut avoir subi un traumatisme dans l'enfance ou dans sa vie de jeune adulte. Ce peut être la suite d'une relation fusionnelle, excessive, toxique avec la mère et l'absence ou le manque d'autorité du père. La trop grande permissivité, l'intolérance aux frustrations sociales, la trop forte pression scolaire ressentie entraînent ces jeunes adultes mâles, puisque c'est la population la plus touchée, à s'exiler indéfiniment dans leur chambre sans plus qu'aucune communication physique avec l'extérieur ne soit envisagée. Il serait plus d'1 million au Japon, un tiers d'entre eux s'isoleraient depuis plus de 7 ans. Internet n'est pas considéré comme une cause de ce phénomène qui tend à se répandre dans de nombreux pays, dont la France. J'ouvre une parenthèse rapide. On ne recense pas d'hikikomori en Irak, en Syrie, en Afrique, en Afghanistan. On y recense très peu de dépression, de troubles du comportement ou autres burn-out. Les zones de conflit, de pauvreté ou de vie plus modeste échappent aux maux des pays développés, et je ferme la parenthèse. Internet, je le disais, n'en est pas forcément la cause, mais participe grandement à son accentuation. L'ikikomori ne communique plus que par les réseaux sociaux, anonymement bien entendu dans la majorité des cas. Internet ne devient pas pour autant un lien vers une stabilité sociale, même virtuelle. Non.
L'oppression sociale ressentie par l'hikikomori se perçoit tout autant sur le web. Internet devient dealer d'angoisse addictive. Y trouver la paix mentale est impossible, mais y revenir malgré tout est indispensable. C'est en cela qu'il accentue le trouble. Ce que l'ikikomori vit en virtuel l'empêche de retrouver l'envie du réel. Internet n'est pas une porte ouverte vers un mieux, mais un piège vers le pire. Alors, pourquoi? Hors des écrans et de toute vie numérique, nous sommes soumis à des règles qui délimitent nos interactions sociales. Dans un débat ou l'espace public, la loi nous oblige par exemple à intervenir à visage découvert. Il n'est pas possible de dissimuler son visage et son identité. Nous sommes soumis également à des règles morales de savoir-vivre et de bienveillance. Cet encadrement juridique et moral est une autorité dont certains s'abrogent, j'en conviens, mais qui nous offre des droits et nous impose des devoirs. C'est ainsi qu'il est nécessaire d'évoluer dans une société. Internet a démocratisé l'action anonyme et a aboli certaines règles de bienséance et de respect individuel et global. Je ne vous parle pas forcément des haters ou des trolls. Une fois pour toutes, la meilleure façon de réagir face à quelqu'un qui n'aime pas ce que vous écrivez ou ce que vous êtes est de ne pas y répondre. C'est tout et c'est aussi simple que ça. La mise en lumière est la nourriture de celui qui veut perturber. Laissez-le dans l'ombre de votre trace, il ira chercher sa lumière vers d'autres cieux virtuels, je vous le garantis. Le hater n'existe que par celui qui l'éclaire. Internet est devenu le réceptacle de tous les excès et les réseaux sociaux ne sont que les vaisseaux spacieux qui les transportent. Des fake news au bastion du wokisme en passant par le multiverse des théories du complot, Internet devient le défouloir d'une doxa perturbée où l'ego terrorise la raison. La vague MeToo débarque à l'hôpital, c'est ce que j'ai lu sur LinkedIn. L'article traite des récentes accusations portées contre un célèbre urgentiste. La vague, c'est le courant qui transforme l'eau en force possiblement destructrice. Quand elle accuse, elle ne s'embarrasse pas de débats contradictoires et condamne aussitôt. La vague devient tsunami lorsqu'on ne fait plus cas des principes juridiques élémentaires. On donne à la parole un rôle qu'elle ne devrait pas avoir, celle d'une sentence irrévocable, comme dirait l'autre, d'une inquisition non contestable. L'opinion publique d'Internet devient un tribunal de non-initiés qui ne maîtrisent pas le sujet qu'ils instruisent, mais qui, en nombre, opposent au nécessaire recul de la réflexion la force de frappe de leur verdict implacable. Tu es coupable même si je ne connais rien à ton histoire. Tu es coupable parce que d'autres que je ne connais pas te désignent comme tel, donc ça doit être vrai. Tu es coupable même sans preuve de culpabilité, juste parce que j'ai décidé que tu l'étais, parce que je suis dans le camp du bien et que tu es visiblement dans celui du mal. On ne rend pas la justice parce que visiblement l'accusé paraît coupable. La justice se rend lors d'un procès où l'accusé aura le droit de se défendre et où il ne pourra être condamné que si des preuves de sa culpabilité sont apportées au tribunal. Si la justice était rendue par le vacarme du peuple d'Internet, il y a fort à parier que bon nombre d'accusés présumés coupables seraient condamnés à une exécution immédiate. C'est ce spectacle que le peuple s'empressait de venir voir sur les places publiques de nos villes. Dans l'Antiquité, lorsqu'il n'y avait pas de bourreau, la lapidation devenait l'expression sauvage du peuple chargé de mettre à mort. On avait rendu l'exécution publique parce qu'il fallait montrer la justice. Ce que fait le public aujourd'hui n'a rien à voir avec la justice, puisqu'aucun juge n'a statué sur le sort de ceux qui sont condamnés par avance et qu'aucun avocat n'a été autorisé à venir les défendre. Le préalable est un mot important dans notre vocabulaire. Il indique qu'une ou plusieurs conditions sont posées avant l'ouverture d'une négociation, d'une tractation, avant une prise de décision. Le préalable, c'est l'indispensable qui précède l'important. Le titre est un préalable au roman. Le générique est un préalable au film. Lire et accepter les conditions de vente est un préalable à tout acte d'achat.
L'action est un préalable au changement. Le diagnostic est un préalable à la prescription d'un remède. Amis sportifs, vous le savez, l'entraînement est un préalable à la performance et à la victoire. Vouloir entendre est un préalable à l'écoute. Le lâcher-prise est un préalable au pardon. La confiance est un préalable à l'union. L'apprentissage est un préalable à l'expertise. L'expérience est un préalable à la sagesse. L'humilité est un préalable au débat. La présomption d'innocence est un préalable au jugement. La justice est un préalable à la civilisation. Les réseaux sociaux ne peuvent pas remplacer cette notion si importante, fondatrice des préceptes essentiels de notre vie en société. Je termine chaque épisode par une citation, celle-ci est du journaliste britannique Andrew Brown. L'Internet est si grand, si puissant et si inutile que pour certaines personnes, c'est un parfait substitut à la vie. Je vous laisse avec ça. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée et à très bientôt sur Internet. Retrouvez tous les épisodes et les petites chroniques sophrologiques sur le Sophrocourt podcast. Les épisodes, c'est une fois par mois et les petites chroniques, c'est tous les vendredis. À bientôt.